Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mercredi 1er juillet 2020, sport football, le Cameroun est prêt à organiser le championnat d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations à tout moment. Sédou Mbombo Njoya est ferme sur le sujet. Selon le président de la Fédération camerounaise de football, les infrastructures sportives sont là. Le pays a d'ailleurs dépassé les exigences de la CAF. On le sait depuis hier. L'instance africaine de football a reporté le CHAN et la CAN, respectivement en 2021 et 2022. Que pensent les Camerounais précisément, les Doualais de ce report? On a tendu le micro aux populations de Douala. Et s'agissant de ces infrastructures sportives, on fera l'état des lieux dans ce journal. Également, dans ce journal, on parlera de Galon. Nous sommes le 1er juillet et aux valeureux soldats, la patrie a été reconnaissante. Nous irons à l'escadron mobile numéro 2 ici à Douala vivre la cérémonie avec Inès Panga. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, 4 officiers subalternes de grade supérieur ont porté de nouveaux grades ce 1er juillet à la cour du camp Mbopi, escadron numéro 2 à Douala. Une cérémonie présidée par le colonel Aimé Pierre Bikele, le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. Inès Panga. C'est un décret signé le 11 juin 2020 portant promotion au grade supérieur des personnels officiers d'actifs des forces de défense au titre du second trimestre de l'année budgétaire 2020 qui entre en application ce 1er juillet. Le port de nouveaux galons concerne 4 officiers subalternes de grade supérieur à la cour du camp Mbopi, escadron mobile numéro 2 à Douala. Dans le détail, ce sont les grades pour un capitaine et 3 sous-lieutenants. Une cérémonie présidée par le colonel Aimé Pierre Bikele, commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. Les promus cachent difficilement leur joie. C'est 20 ans de service, de dur labeur, de discipline, d'ardeur au travail, pour qu'on puisse en arriver là. Et pour ça, je remercie ma hiérarchie qui a toujours eu confiance en moi et qui a toujours su compter sur moi. Et je promets de toujours travailler avec abnégation. Dans un contexte de crise sanitaire, l'événement se déroule dans le respect des mesures barrières, entre autres port de masque obligatoire pour tous, membres de famille et officiers, et respect de la distanciation physique. Diplomatie, André Magnou Ekoumou est le nouvel ambassadeur du Cameroun en France. Il a été nommé par décret présidentiel hier, 30 juin 2020. René Narcisse Moto. Celui qui, il n'y a pas longtemps, était le chargé des missions à la présidence de la République vient de voir son dévouement et fidélité au travail être récompensé par le chef de l'État qui, par décret, fait de lui ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France. Les sentiments sont des sentiments de remerciement et de gratitude à l'endroit de son Excellence M. Paul Biya, qui pendant 25 ans, je peux dire, m'a supporté et m'a aussi encadré. Je lui suis infiniment reconnaissant pour cette haute marque de confiance. Âgé de 63 ans, André Magnou Ekoumou remplace à ce poste Alfred Nguini. Magnou Ekoumou, produit de l'Institut des Relations internationales du Cameroun, reconnaît les challenges auxquels il fera face à Paris en France, indiquant aussi que le maçon se juge au pied du mur. Le nouvel ambassadeur du Cameroun en France ne se garde pas de souligner que la tâche qui lui est confiée est délicate. Il attend donc d'être jugé à l'aune de son travail. Il faut juger le maçon au pied du mur. Allons prendre le service à Paris, parce que Paris c'est un poste très délicat. Il y a beaucoup de travail à Paris, vous suivez l'actualité. Et je pense que c'est à l'aune de là qu'on va me juger. Le plénipotentiaire extraordinaire a été tour à tour conseiller des affaires étrangères, ministre plénipotentiaire et ensuite ministre plénipotentiaire hors échelle. La mairie de Douala Premier a son tout premier contrôleur financier. Il s'agit de Roland Zoman Bienkoa Mimban, installé ce 30 juin par le chef de la délégation du ministère des Finances. Elle devra veiller au respect des normes en vigueur concernant la gestion de toutes les opérations financières de la mairie. Inès Panga. Installé
dans vos fonctions de contrôleur financier auprès de la commune d'arrondissement de Douala 1er. C'est elle, le nouveau contrôleur financier de la mairie de Douala 1er. Roland Zorman Benkwan Mimban est nommé par un décret du ministre des Finances le 11 juin dernier. Une nomination qui répond à une demande des municipalités exprimée en 2014. Monsieur le maire l'a rappelé que depuis 2014, ils ont saisi le ministre des Finances parce qu'ils ressentaient le besoin de cette personnalité qui est le contrôleur financier dans l'exécutif communal. Dans son cahier de charges, le nouveau contrôleur financier doit s'assurer que toutes les opérations à incidence financière de la commune respectent les tests en vigueur. Le contrôleur financier est chargé d'assurer le contrôle des actes administratifs, générateurs des recettes et des dépenses pris par les responsables des établissements publics et des collectivités territoriales décentralisées auprès desquelles il est placé. Du contrôle et du visage de tous les actes d'engagement juridique et comptable ayant une incidence financière sur le budget de l'organisme public concerné. Pour éviter les malentendus et les conflits, le chef de délégation du ministère des Finances qui préside la cérémonie d'installation a tenu à préciser que c'est un personnel qui dépend uniquement du ministère qui le place dans la municipalité de Douala 1er. La gestion des ressources humaines, du contrôle financier et de la compétence exclusive du ministre des Finances. Ce personnel étant placé sous son autorité directe. Âgé de 34 ans, le nouveau contrôleur financier dit être conscient de la délicatesse de sa tâche dans un contexte de décentralisation. Veiller à ce que toutes les opérations à incidence financière qui seront faites à la mairie de Douala 1er soient faites selon la réglementation en vigueur. La cérémonie d'installation a eu lieu ce 30 juin dans les locaux de la mairie de Douala 1er. On parle finance à présent. La banque panafricaine Ecobank a un nouveau président du conseil d'administration. Il s'appelle Alain Francis Conchou et il est de nationalité camerounaise. L'annonce a été faite par la maison mère de ce groupe bancaire. C'était hier à l'issue de l'Assemblée générale tenue au Nigeria. Présentation du nouveau PCA de Ecobank dans ce reportage de Makeda Lidinoutou. Le Camerounais Alain Conchou est le nouveau président du conseil d'administration d'Ecobank. L'annonce a été faite à l'issue des travaux de la 32e Assemblée générale de la maison mère de ce groupe bancaire, tenue le mardi 30 juin à Lagos. Alain Conchou remplace à ce poste le Nigérian Emmanuel Ikazobo, en fonction depuis juillet 2014. L'arrivée d'Alain Conchou à la présidence d'Ecobank marque le retour d'un Camerounais à ce niveau de responsabilité, ceci après le passage de l'ancien président du JICAM, André Siaka. Avant d'être le nouveau PCA, Alain Conchou occupait le poste de directeur exécutif de cette banque panafricaine. Né en 1963 à Yaoundé au Cameroun, Alain Conchou est titulaire d'un Master of Science obtenu à l'École supérieure de commerce de Paris en France. Il a obtenu le même diplôme en génie électrique à l'École supérieure d'électricité de Paris. Il a également fait des études supérieures en finance et en comptabilité. Aîné de sa fratrie, également experte en finance sur les places européennes, américaines et africaines, le nouveau PCA d'Ecobank Alain Conchou n'est pas un novice dans le domaine des finances. Avec son frère, il a fondé il y a quelques années Enco Africa Private Fund, un fonds dédié aux investissements en Afrique. Le Cameroun, avec la communauté internationale, célèbre le 4 juillet prochain la journée internationale des coopératives. L'édition 2020 est placée sous le thème « Les coopératives pour l'action climatique ». Ceci a été choisi pour soutenir l'objectif de développement durable ODD 13 sur le climat. Mireille Sabzi. Les changements climatiques ont de graves conséquences sur les conditions de vie des populations du monde entier, notamment sur celles des groupes les plus défavorisés tels que les petits exploitants agricoles, les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et les minorités ethniques qui doivent faire face à des catastrophes naturelles hors normes et à la dégradation des ressources naturelles. Voilà pourquoi, pour cette édition
de la Journée internationale des coopératives, l'accent est mis sur l'action des coopératives dans la lutte contre les changements climatiques. Les coopératives ont pour vocation de partager, de communiquer, de travailler, d'éduquer, de former et de contribuer au changement de comportement de leurs membres et de la communauté. Alors, à travers les différentes actions de formation, d'éducation, d'information que les coopératives peuvent développer, alors ces actions-là pourraient prendre en compte la dimension protection de l'environnement, lutte contre les effets des changements climatiques. Troisième chose. Le thème « Les coopératives pour l'action climatique » a été choisi pour soutenir l'objectif de développement durable ODD 13 sur l'action du climat. Voilà qui permet de s'intéresser à une contribution des coopératives à la croissance économique d'un pays comme le Cameroun. Aujourd'hui, si l'agriculture est aujourd'hui considérée comme le moteur de l'économie du Cameroun, c'est en partie grâce également à ces coopératives qui aident le gouvernement à mettre en place un certain nombre qui accompagnent le gouvernement dans la production agricole et pour lesquels aujourd'hui nous atteignons un peu ce qu'on appelle la sécurité alimentaire ou l'autosuffisance alimentaire. La Journée internationale des coopératives est une célébration annuelle du mouvement coopératif qui a lieu le premier samedi de juillet depuis 1923. Faisons une petite entorse et rendons-nous à l'Assemblée nationale où les élus de la nation sont à l'école de l'usage de l'outil informatique depuis ce matin. Initié par le réseau parlementaire des télécommunications et des TIC, la formation des députés vise à faciliter non seulement le travail parlementaire, mais aussi à promouvoir le bilinguisme au Parlement. Olivier Bouzik. Au Parlement, plusieurs députés ne savent pas utiliser l'outil informatique. Un handicap majeur qui pénalise les élus de la nation dans l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'analphabétisme en termes de la non-maîtrise de la lettre de l'alphabet français. Aujourd'hui, les analphabètes sont ceux qui ne maîtrisent pas le rudiment de l'informatique. Ces travaux, ouverts ce matin, visent en effet à les former d'une part et renforcer leur connaissance d'autre part sur les options et services offerts par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Qu'il s'agisse de nos différents comptes rendus ou des travaux en commission, on a besoin d'être capable de maîtriser les logiciels à usage quotidien, comme le Windows, comme Excel pour nos calculs, pour nos différents tableaux, mais aussi le PowerPoint pour des différentes présentations. Nous voudrions mettre à la disposition des parlementaires un centre que nous allons demander au président et nous donnera un centre. Nous avons déjà des outils informatiques, il y a une dizaine de micro-ordinateurs, de telle sorte que si nous avons besoin de documents, on va directement dans cette salle-là, on imprime. Et il faudrait que vraiment le parlementaire soit vraiment formé en bureautique. Pour le réseau parlementaire des télécommunications et des TIC, initiateur du programme, la formation ne se limitera pas à l'usage de l'outil informatique. On s'est dit qu'un parlementaire doit savoir parler aussi bien français qu'anglais. Donc en décembre, ou bien pendant les sessions prochaines, nous allons commencer aussi à faire la formation des parlementaires en anglais. Il faudrait vraiment que le parlementaire soit bilingue. Ça, c'est notre objectif. Il faut noter qu'à la suite de ces travaux qui vont durer 3 jours, les députés recevront des formations permanentes durant leur mandat. L'arnaque des consommateurs par les agents d'Eneo et leurs sous-traitants, la perturbation de la fourniture électrique sont entre autres problèmes que rencontrent les consommateurs camerounais. C'est l'association citoyenne des consommateurs d'énergie, d'eau, de gaz et des télécommunications qui le dit. Celle-ci vient d'adresser un courrier au directeur général de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité. Si la CCEEGT se joint à l'ARCEL pour condamner l'estimation des index des compteurs d'énergie électrique, elle relève tout de même qu'après investigation, la pratique évoquée dans la correspondance du directeur général de l'ARCEL à Eneo, ces pratiques-là sont faites un mois sur 2 et sur la base moyenne des dernières consommations.
Parlons santé à présent. On va s'intéresser au plan nutritionnel des diabétiques. En effet, le contrôle du taux de sucre dans le sang dépend grandement de la qualité de l'alimentation. Il est donc recommandé aux diabétiques de manger beaucoup de fruits et de légumes. Inès Pango. L'adoption d'un plan nutritionnel pour les personnes souffrantes de diabète aide à la réduction de complications chroniques. L'insuffisance rénale, par exemple. Aussi, une gangrène au niveau du pied, c'est-à-dire la perte de sensation au niveau des membres, au niveau des mains, au niveau des pieds. Donc, ce plan de nutrition permet de réduire. Même aussi, il y a beaucoup de diabétiques qui perdent aussi la capacité à voir clair. Donc, ils sont obligés de porter des lunettes. Aussi, il y a aussi les cas d'hypertension, etc. Donc, le cœur, aussi des palpitations. Et aussi des cas où le sang devient trop lourd, dont les thromboses par exemple. Donc, ces complications du diabète-là peuvent être évitées et c'est ce à quoi sert un plan de nutrition. Autre apport, l'indépendance du patient qui peut réguler ses prises de l'insuline. Dans la pratique au quotidien, la nutrition des diabétiques doit pouvoir aider au contrôle du taux de sucre dans le sang. Il y a plusieurs groupes d'aliments qu'il faut considérer dans ce cas et notamment tout ce qui a comme féculents, protéines, graisses peuvent être recommandés pour un diabétique. Et les tubercules, les poissons, les viandes, les haricots, le soja et surtout les fruits qui n'ont pas un taux de sucre élevé ni un taux de glucose élevé. Les légumes verts comme le nolai, le zoum, le biolet, toutes ces familles de légumes verts là sont extrêmement importants et devraient dominer l'alimentation du diabétique. Un régime qui ne peut être établi qu'après des examens pour déterminer le type de diabète et ses subtilités par patient. Quand on a déjà fait un examen un peu approfondi, de quel type de diabétique est-il s'agit et qu'est-ce qu'il faut vraiment privilégier? Est-ce que c'est un cas qui est dégénératif? Est-ce que c'est un cas qui est chronique ou bien un cas qui est léger? Le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit pas mais que l'on peut traiter. Il est causé par un manque ou un défaut d'utilisation d'une hormone appelée insuline. L'insuline est produite par un organe du corps appelé pancréas et permet au glucose, le sucre, d'entrer dans les cellules du corps pour qu'il soit utilisé comme source d'énergie. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. Le nouveau président burundais, Évariste Ndayishimiye, a déclaré mardi que le Covid-19 est le plus grand ennemi des Burundais. Il s'agit d'une volte-face complète pour le Burundi qui jusqu'ici a largement ignoré l'épidémie. Le président a indiqué que le gouvernement allait subventionner à 50% le prix du savon, diminuer le prix du mètre cube d'eau jusqu'à ce que la pandémie soit endiguée et installer des équipements de dépistage dans les différentes régions. La police éthiopienne a confirmé avoir arrêté le populaire dirigeant d'opposition Jawar Mohamed. La nouvelle risque d'aggraver davantage les tensions communautaires qui ont causé plusieurs morts en région Oromia. 5 humanitaires ont été enlevés par des djihadistes présumés dans le nord-est du Nigeria. Les humanitaires qui étaient portés disparus sont apparus dans une vidéo vraisemblablement tournée le 21 juin où ils expliquent qu'ils ont été kidnappés par des combattants affiliés au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest à différents moments au cours du mois de juin. La Guinée équatoriale a suspendu les travaux de construction d'un mur le long de sa frontière avec le Cameroun, a affirmé mardi soir le ministre camerounais de la Défense en marge d'une rencontre avec son homologue équato-guinéen. En juillet 2019, Yaoundé avait accusé la Guinée équatoriale d'avoir commencé à construire un mur à sa frontière, empiétant sur son territoire, ce qu'avait démenti Malabo. Je vous le disais en titre, dont le président de le championnat d'Afrique des Nations et la Coupe d'Afrique des Nations n'auront plus lieu aux dates initialement indiquées au Cameroun. La décision prise par la CAF hier de décaler ces compétitions est logique selon la Fédération camerounaise de football. Et dans une sortie médiatique, le président de cette association sportive est ferme. Le Cameroun est prêt à organiser ces compétitions à tout moment. Pour la Fédération camerounaise de football, la décision de la Confédération africaine de football de reporter le CHAN 2020 à 2021 et la CAN masculine 2021 à 2022 est logique au vu de la crise sanitaire actuelle. Je crois que la Confédération africaine a fait ce qu'il fallait, ce que nous avons tous fait, association nationale au niveau national, c'est-à-dire prendre le temps
le temps de la santé, c'était le temps de prendre en compte les mesures barrières et prendre des mesures comme celles que vous signalez, c'est-à-dire arrêter les activités. C'est ce que nous avons fait. Et il semblerait qu'aujourd'hui, on est en train de peut-être sortir du bout du tunnel. Hein. On peut considérer que c'est quelque chose qui va évoluer et qu'en 2021, on devrait pouvoir commencer à parler uniquement football et pas coronavirus. À cet effet, le président de la FECAFOOT affirme que la décision de la CAF ne change en rien la détermination du Cameroun à relever le défi de l'organisation du CHAN et de la CAN sur son sol. Aujourd'hui, je ne vois pas ce qui peut empêcher le Cameroun d'organiser cette compétition. Les infrastructures sont là, nous avons largement dépassé les exigences de la CAF. Nous avons 7 stades, il en faut 6. Bon, il y a quelques petits recadrages à faire, mais qui ne sont pas de nature à remettre en cause complètement une compétition. C'est insensé, c'est impossible. Les Camerounais devraient être fiers aujourd'hui de savoir que cette compétition, et la CAF vient de le démontrer, elle ne sera jamais annulée. Elle se jouera au Cameroun. Le temps où on pouvait se poser des questions, il est révolu. C'était il y a très longtemps. Maintenant, aujourd'hui, on est prêt. Sans le Covid, on serait prêt en 2021. Maintenant, on a le Covid, on a repoussé en 2022, on sera peut-être encore mieux prêt, mais aujourd'hui, nous pouvons organiser la compétition à tout moment. D'où l'importance d'achever les infrastructures de la CAN, encore en chantier. Et puisqu'on parle d'infrastructures, faisons l'état des lieux avec vous, Mireille Serge. Dans les 3 villes retenues pour abriter le rendez-vous sportif, les différents stades sont prêts et les infrastructures routières autour de ces sites de compétition sont en cours de réfection, a récemment rassuré le chef du gouvernement camerounais. Du côté de Douala, le complexe multisport de Japoma, avec ses 50 000 places construites par les Turcs pour un montant de 200 milliards de francs CFA, a été livré en 2019 pour un chantier entamé en juin 2016. L'accès des voies et les éclairages publics ont été récemment favorablement testé. On y compte un parking de 6800 places pour une voirie de 7,5 km. C'est l'entreprise McGill Construction qui a eu pour tâche de finir le stade de Bepanda, toujours à Douala, en chantier depuis quelques années. Cet entre de 40 000 places n'avait besoin que de quelques retouches pour enfin accueillir les grandes compétitions. Du côté des stades d'entraînement, ceux de Bonamoussadi et Mbappé-Lépé ont été réajustés. Les pelouses sont prêtes ainsi que les gradins et les luminaires installés. Rebaptisé de Limbé Omnisport Stadium par les autorités camerounaises, le stade de Limbé, construit en 2012 dans le quartier de Nguémé, sur la route de la Sonara, à environ 8 km du centre urbain, est doté d'une capacité de 20 000 places assises. L'éclairage vandalisé récemment a été rétabli. Garoua, ville située au nord du Cameroun, sera représentée par le stade omnisport Rumde Adia lors de la CAN. Il fait partie des 6 sites retenus par la Grande Messe continentale. Le stade Rumde Adia de Garoua est désormais accessible après plusieurs mois de chantier. Cet centre pourrait accueillir des rencontres internationales puisque son extension et sa rénovation ont pris fin. Les travaux de voies d'accès et d'éclairage sont environ 80% à date. Une information récemment révélée par le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo Dioya, et le ministère du Développement urbain et de l'Habitat. D'une capacité de 20 000 places, le stade municipal de Bamenzi à Bafoussam, lui également, est prêt. Il compte un parking et des voies d'accès achevées. Dernière grande infrastructure sportive encore en construction pour la CAN, le stade logé au sein du complexe d'Olembe devrait être livré en octobre prochain. Les travaux de construction du stade d'Olembe à Yaoundé avancent à un bon rythme. Enfin, si l'on s'en tient aux dernières informations communiquées par l'entreprise en charge de ces travaux, retenu pour accueillir le match d'ouverture et la finale de la CAN au Cameroun, ce terrain qui devrait porter le nom du chef de l'État Paul Biya frôle les 80% de réalisation. Ainsi donc, l'on apprend que la pelouse en gazon naturel du futur stade Paul Biya est déjà en place, alors que la piste d'athlétisme située autour est encore en construction. Le ministre camerounais des Sports sur le terrain
a eu l'occasion d'évaluer les travaux de construction de la tribune présidentielle, des toilettes du stade annexe numéro 1 et des parkings nouvellement construits, entre autres. Les infrastructures routières et autres autour de ces sites confiés au ministère du Développement urbain et de l'Habitat ont été assainis. Reste juste à finaliser quelques touches qui incombent à la fin de la construction du stade en lui-même. Le CHAN et la CAN se joueront respectivement en 2021 et 2022. On a décidé, la CAF, c'était hier au cours de la réunion de son comité exécutif. Qu'en pensent les Doualais? Je vous propose de les écouter. Les décideurs l'ont voulu que ça soit ainsi et on nous a donné des raisons valables. Le coronavirus qui est à la base de cela. Par rapport au report de la CAN, nous pensons que c'est déjà un atout pour le Cameroun parce que nous n'étions pas véritablement prêts pour cette organisation. Ça permettra donc qu'on suive tous les chantiers jusqu'au bout parce que de temps en temps, on est à 70%, on revient à 40% de réalisation. Le comité exécutif a pris une très bonne décision. Le report de la CAN, ça permet déjà à notre pays de mieux se préparer. 12 mois, c'est largement suffisant pour qu'on ait une CAN meilleure. Parce qu'au regard de la pandémie, je pense qu'on n'était pas assez prêt. Bon, parce que moi je crois qu'on a reporté par rapport à la pandémie du Covid-19 qui a menacé tout le monde entier. Alors, en reportant jusqu'à 2 ans, moi je pense que c'est court, puisque les choses sont déjà un peu en train de s'améliorer. Bien que la pandémie n'est pas finie, mais il y a beaucoup d'améliorations quand même. Donc en reportant même peut-être jusqu'à la fin de cette année ou alors en 2021, ça aurait été plus mieux. Été reporté pour 2022. Je pense qu'il y aura un gros impact sur l'économie camerounaise parce que déjà, moi qui suis dans l'événementiel, qui a une agence d'hôtesse et une agence de placement de personnel, ça déjà, avec le Covid, on a déjà beaucoup de soucis au niveau financier, l'économie. Et ça fait que avec le report et on comptait sur la CAN justement pour venir un peu nous aider, nous réchauffer. Mais là on se retrouve un peu dans un je sais pas, c'est un vide et le secteur de l'événementiel est en train vraiment de prendre un gros coup. Et 2022, si au moins en 2022 tout se passera bien et que nos routes et nos infrastructures seront meilleures, on dit oui. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, là, comme ça, à chaud, c'est dur pour nous. Voilà. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.